Merci à la Global Summit pour son invitation. Je vois que nous sommes en famille, ça me fait très plaisir. Donc je m'appelle Thomas Guénolé, je suis politologue. J'ai fait partie des volontaires embarqués à bord de la Global Summit Flotilla de septembre 2025. C'est amusant parce que je vous dis ça, je me rends compte que c'était il y a seulement 6 mois, mais pour moi, c'est un tel concentré de vécu. Et il s'est passé tellement de choses depuis, y compris sur le front médiatique en ce qui me concerne, que j'ai l'impression que c'était il y a, je sais pas, 4 ans, 5 ans, il y a une telle intensité. Néanmoins, c'était il y a 6 mois. Bon. Je ne vais pas ce soir faire comme j'ai pu le faire au Théâtre Le République à Paris. Je ne vais pas faire un seul en scène au sens du théâtre documentaire. Ce n'est pas ça que je vais faire ce soir. Ce que je vais faire ce soir, c'est un retour d'expérience en considérant que j'ai affaire à des gens qui sont déjà engagés sur la cause palestinienne ou qui envisagent de l'être, et que j'ai affaire à des gens qui soit vont soutenir la prochaine flottille depuis la terre ferme, notamment sur les réseaux sociaux, soit envisagent de postuler, ou ont déjà postulé, pour la prochaine flottille, voire la suivante, etc., etc. Donc, on est beaucoup plus sur une conférence. Bien. Je vais commencer donc par vous exposer ce qui me semble être les leçons à retenir, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, je pense, les leçons à retenir de la flottille de septembre et techniquement du tout début d'octobre. Déjà, avant même de dénoncer les différentes leçons à retenir sur ce qui n'allait pas, il faut avoir à l'esprit l'objectif et l'état d'esprit dans lequel on se place. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que un premier problème auquel nous avons été beaucoup confrontés, c'est que une partie d'entre nous, et je pense que c'est la bonne approche, était orientée résultat et efficacité. C'est-à-dire, l'objectif est d'être efficace au service des Palestiniens de Gaza. L'objectif, c'est eux, pas nous. Et malheureusement, une partie des participants était dans un ego trip de pureté militante maximale pour se regarder être beau moralement. Et avait tendance à dire aux autres, vous n'êtes, ok, c'est efficace ou pas, je ne sais pas, mais ce n'est pas assez pur. C'est le débat habituel pour les connaisseurs entre Antigone et Créon. Bon. Je me place du point de vue de l'efficacité au service des Palestiniens de Gaza. Toute autre considération, pour moi, n'a aucune importance. Et elle ne devrait avoir aucune importance, comparativement à ça. Ça a un certain nombre de conséquences que je viens de vous dire. Si l'objectif c'est d'être, il y a un petit écho bizarre là, si l'objectif c'est d'être au service des Palestiniens de Gaza, dans ce cas-là, l'opération doit être préparée pour maximiser les chances d'arriver à Gaza, par exemple. On va en discuter tout à l'heure. Bon. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir organiser différemment la façon dont les bateaux arrivent. J'y reviendrai dans un instant. Alors, la première leçon, à mon avis, à retenir, et je m'empresse de préciser que je ne suis pas concerné à titre personnel par ce que je vais dire, puisque je ne sais pas du tout naviguer, pas du tout. Il est très important pour la prochaine flottille et pour toutes les suivantes de laisser les décisions de navigation aux navigateurs. On a eu un problème récurrent qui était que c'est normal qu'il y ait un pilotage politique, qu'on appelle chez nous le steering committee. C'est totalement normal. C'est normal qu'il y ait un pilotage de la communication, et c'est normal que la communication, ce soit quelque chose de très important. Absolument. Mais il ne faut quand même pas oublier que c'est aussi une expédition maritime qui va d'un point A à un point B pour aller livrer du matériel humanitaire et médical. Et ça relève de la compétence de navigation. Et donc, les décisions de navigation doivent être prises par les gens qui ont de l'expérience de navigation, et le pilotage politique ne doit surtout pas s'en mêler. Trop de gens ont tendance à donner leur avis en dehors de leur domaine de compétence. Dans des opérations où il y a un tel niveau de risque, il faut arrêter de faire ça. Je sais que ça peut être choquant, parce que ce que je viens de dire, ça peut être choquant si on est dans une vision idéalisée, dans le mauvais sens du terme, dans laquelle, en fait, on est tous bienveillants, on est tous très bons,
on est tous très beaux, on est tous très compétents et on est tous raisonnables. En vrai, ce qui marche, c'est que les gens qui donnent leur avis dans le processus décisionnel ont une compétence à le faire. Et trop souvent, dans des dispositifs de type militant, de type de collectif, il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis ou qui veulent participer à la décision alors qu'ils n'ont aucune compétence à le faire et donc ça met en danger tout le monde. Je dis ça met en danger tout le monde parce que là, on parle de navigation. C'est pour ça que je commence par là, il faut laisser la navigation au navigateur. J'en viens à une autre considération d'ailleurs, c'est un cas pratique. À quelques milles marins de la côte de Gaza, il y avait deux façons de se rapprocher de la côte. La première, c'était de rester groupé. Ce qui en fait facilitait le travail de la marine militaire israélienne. Dans l'idée de minimiser ainsi les risques que la marine israélienne, sentant la situation lui glisser entre les doigts, parce qu'on va réussir quelques-uns des bateaux à passer, la marine israélienne pourrait tirer pour couler. Elle en est capable. Et donc, le pilotage politique, je suppose, je ne le sais pas, je suppose que c'est cet impératif-là qui leur a fait décider, imposer en fait, de rester groupés jusqu'au bout et donc de faciliter le boulot de la marine israélienne. Bon. Sauf qu'il y avait un consensus des skippers dans les bateaux pour dire il ne faut pas faire ça, il faut se disperser au maximum. Se disperser au maximum, parce que du coup, la marine israélienne n'arrivera pas à choper tous les bateaux. Il y en a trop, et donc, il y en a qui vont finir par toucher terre. Et vous imaginez le symbole. Ça pose d'autres problèmes logistiques, hein, mais là, je ne suis pas compétent, puisque nous, on n'est pas arrivé au bout. Mais rendez-vous compte, avec 44 bateaux, et en restant groupés, on en a un qui est arrivé à combien déjà? À 13 000. À 13 000. Le Marinette. Le Marinette, 80 km, c'est ça? Non, moins que ça. Moins combien? 26. 20, pardon, excuse-moi, 26 km. Vous vous rendez compte? Donc, en ayant fait exactement ce qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire rester groupé, et en étant 44 bateaux, c'est-à-dire moitié moins que ce qui va partir normalement là bientôt, vous êtes déjà à 23 km. Ça veut dire que si vous dispersez au maximum les bateaux, il y en a qui vont passer, c'est logique. Sans feu de navigation. Voilà. Je répète, parce que, ayant le micro, je répète ce que tu dis. Sans GPS. Il faut y aller. Alors ça, je vais y revenir. C'est que ça veut dire que pour la prochaine flottille et les flottilles suivantes, à partir de 80 000 marins, parce que c'est à partir de 80 000 marins dans les eaux internationales, en toute illégalité, je me permets de le rappeler, que la marine israélienne commence à kidnapper les voiliers. À partir de 80 000 marins, il faut se disperser au maximum et couper totalement la communication, couper le GPS, devenir donc invisible d'un point de vue électronique et finir la navigation à la carte, à l'ancienne. Ce qui suppose que les skippers soient capables de le faire. Mais normalement, un skipper est capable de le faire. Normalement. Hein. Thomas, oui, vas-y, je t'en prie. Il ne faut pas oublier d'affaler le réflecteur radar. Comme ça, ils n'ont plus de visibilité. Les coques sont en polystyrène. Ils ne peuvent pas, ils sont en résine. Il faut affaler, je répète tel quel, parce que je n'ai pas la compétence technique, il faut affaler le réflecteur radar. Parce que comme ça, du coup, cette partie métallique, si j'ai bien compris, ne sera pas détectable. Et donc, vous pouvez finir avec une chance maximale d'atteindre la côte. Je commence par ça parce qu'on a tendance à parler de tout sauf la navigation alors que c'est une expédition maritime. Donc, je me suis permis de commencer par ça. T'as vu, j'écoute. Hein. Bien. Dans les autres leçons fondamentales à retenir, dire « je », moi, quand on communique dans l'espace numérique mondial, Twitter, Facebook, etc., dire « je » n'est pas un gros mot. On a une tendance, et c'est humain, à vouloir ne surtout pas se mettre en avant, parce que le sujet, c'est pas nous, c'est les Palestiniens de Gaza. Moralement, je suis d'accord avec vous. Tactiquement, c'est une connerie. Pourquoi c'est une connerie? Parce que pour qu'un récit touche votre public, il doit être incarné. Et déjà, il faut que ce soit un récit. C'est-à-dire que le nombre de gens que j'ai vus à bord des bateaux, sur les vidéos, ou même à bord des bateaux, parce qu'on était les uns à côté des autres, hein,
le nombre de gens que j'ai vus se filmer sur un bateau de la flottille, en train de juste répéter des slogans anti-génocide qu'on entendait déjà partout ailleurs, moi je me suis dit tout de suite, quelle est la valeur ajoutée? C'est juste les mêmes slogans sur un bateau. Il y a beaucoup plus intéressant et beaucoup plus captivant pour les gens qui sont le public mondial, en particulier, mais raconte-nous ce qui se passe. Raconte-nous la traversée. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Comment vous faites? Le nombre de gens qui veulent savoir comment on fait des tâches quotidiennes. Je comprends que ça soit moralement malaisant dans un contexte de génocide. Je comprends complètement. Mais il se trouve que c'est ça la porte d'entrée. Le récit de votre expédition, une petite communauté humaine. Vous avez une petite communauté humaine multiculturelle dans chaque bateau. Et les bateaux qui sont déjà chacun une petite communauté multiculturelle forment ensemble une république multiculturelle en train d'avancer sur des bateaux. Échantillon de toute l'humanité en train d'aller vers Gaza. Si ça, ce n'est pas une histoire à même de captiver un très grand nombre de gens, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et donc, il s'agit de la raconter de votre point de vue, c'est-à-dire ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous faites, vos joies, vos peurs, vos doutes, vos espoirs, tout ça, ça attire beaucoup plus les gens pour vous écouter, vous lire, vous suivre, regarder vos vidéos, que, oui, je suis sur un bateau et je dis que le génocide, c'est mal. Oui, on est déjà au courant. Donc, le récit à la première personne, parce que c'est ça qui crée l'identification, et en plus, quand vous avez des choses importantes à partager avec le public, avec le village global, par exemple, je prends un exemple au hasard, votre flottille vient d'être bombardée par des drones en plein milieu de la Méditerranée, il est évident que quand vous l'expliquez en tant que témoin direct, et non pas en tant que récit abstrait, comme si vous étiez un journaliste, l'impact n'est pas le même. Autre leçon importante, l'amateurisme communicationnel dans une opération qui est à ce point observée par tout le monde, y compris nos adversaires, l'amateurisme communicationnel est inacceptable. Et donc, que vous soyez sur la Terre en train de tweeter ou de commenter sur Facebook pour aider la flottille, ou que vous soyez sur la flottille, sur un bateau, si vous vous apprêtez à communiquer en improvisant ce que vous allez dire, taisez-vous. C'est une règle simple à retenir. Dans une opération de ce niveau d'importance, je vous rappelle que nous sommes au service des Palestiniens de Gaza. On n'est pas là pour faire les beaux ou pour se défouler sur les réseaux sociaux. C'est une opération au service des Palestiniens de Gaza. C'est notre honneur et notre devoir de ne pas déconner. Donc, on n'improvise pas sa communication sur les réseaux sociaux. Mieux vaut se taire que communiquer de travers. Et si quelqu'un à côté de vous, sur terre ou un bateau, s'apprête à improviser, faites-le taire. Ça marche aussi pour votre voisin. Ça veut dire qu'il faut préparer, j'y reviendrai plus tard dans la présentation, il faut préparer rigoureusement les arguments et les contre-arguments. Ça tombe bien, l'adversaire est assez pauvre en imagination, c'est notre grande chance. L'adversaire a des gros moyens et il est mauvais. Donc, ça permet de préparer des arguments assez efficacement, puisqu'en face, il n'y a pas grand-chose en réalité. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Parce que, comme les mensonges de l'adversaire sont toujours les mêmes, toujours, je vous montrerai tout à l'heure, c'est toujours les mêmes mensonges. Ça permet de pouvoir se préparer efficacement. Si vous en êtes encore, par exemple, à devoir improviser votre réponse quand on vous dit tout ça, c'est la flottille du Hamas, c'est que vous n'avez pas préparé sérieusement votre activité. En fait, c'est une faute, si vous en êtes au stade d'improviser sur ces sujets-là. Un point plus technique, mais à mon avis vital, pour ne pas mettre en danger inutilement les gens qui s'embarquent sur la flottille. Le dispositif central de notre adversaire, qu'il s'agisse de surveiller la flottille, qu'il s'agisse d'intimider la flottille, ou qu'il s'agisse de bombarder la flottille, ce sont les drones militaires. Et donc là, on a un problème,
Parce que autant il n'est évidemment même pas concevable de développer des défenses actives, en clair des trucs pour descendre les drones. Ce n'est pas une bonne idée d'aller sur ce terrain-là, parce qu'en face c'est une armée d'État. Et l'une des... loin d'être la meilleure du monde, mais elle est au moins dans le top 15 si vous voulez. Donc non. Défense active, surtout pas. À ce jeu-là, vous perdez. Défense passive, en revanche, ça me paraît indispensable. J'entends par là des moyens de brouillage. Le fait qu'on ne les ait pas eus, on était totalement démunis. Les drones étaient là comme pour un pique-nique. On n'avait aucun moyen de brouillage. Ça veut dire aussi, c'est une autre forme de défense passive, il ne faut pas que tout le monde reste à l'intérieur du bateau pendant qu'il y a une attaque de drone. Il faut que presque tout le monde soit à l'intérieur, mais il faut qu'il y ait au moins une personne, un volontaire toujours, vu que c'est dangereux, qui sorte pour tout filmer, pour tout live streamer. Un des problèmes qu'on a eu après les bombardements de drones au large de la Crète, c'est qu'on a trop peu de gens qui ont fait l'effort de filmer, et du coup, on avait des images, mais à mon avis, on n'en avait pas assez, en tout cas pas assez de bonne qualité. Sachant qu'en plus, on est obligé de filmer de nuit, puisque les drones, vous ne savez peut-être pas, ils attaquent de nuit. Vous voyez? Donc c'est important aussi de savoir ça. Un point, pardon, hein, j'essaye d'éviter de parler pour rien dire, donc je vais directement sur les choses importantes. La vérification des volontaires, du background des volontaires avant qu'ils embarquent. Et constater qu'il y en a qui doivent dégager pendant la traversée, c'est quelque chose qui n'a pas été fait en fait dans la flottille à laquelle j'ai participé, ou en tout cas pas fait de manière professionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais vous prendre deux exemples. On a un porte-parole de la Global Summit Flotilla. Je ne serai pas plus précis parce que je ne tiens pas à lui porter ombrage. Je n'ai aucune raison de le faire à titre personnel. À titre humain. Parce qu'il a fait de la prison à Kettiat, lui aussi. Et donc, il a été identifié comme étant l'auteur d'un certain nombre de publications sur Facebook à caractère incontestablement antisémite et complotiste. Ça veut dire que le processus de vérification des candidats à embarquer sur la flottille, avant de les faire embarquer, a déconné prodigieusement. Il suffit d'un seul profil comme ça, l'adversaire focalise sa propagande sur ce profil, et ça fait des dégâts considérables sur l'image de tout le collectif. Mention spéciale pour le sinistre connard qui a ressenti le besoin apparemment très fort de claquer la porte de la flottille en disant qu'il trouvait qu'il y avait trop de PD. Pareil, je ne donnerai pas son nom, je ne donnerai pas sa nationalité. Il n'était pas forcément obligé d'exprimer ses motivations si c'était pour dire des horreurs pareilles. Moi, je trouve que c'est des horreurs, je sais que c'est des sujets à débat selon les cultures, etc. J'entends bien, mais quand même. Et donc pareil, moi je me suis retrouvé sur le bateau, je vous dis ça concrètement, hein, je ne suis pas en train de commencer à faire de la moraline ou je ne sais pas quoi, je suis en train de vous dire que concrètement, je me suis tapé plusieurs jours d'interviews à distance depuis un bateau à expliquer pourquoi c'était débile de dire que la flottille était homophobe. Vous voyez, c'est de ça dont on parle concrètement. Donc le vetting des participants avant qu'ils embarquent doit être sans pitié. Pas pour des raisons personnelles, mais juste parce que l'efficacité au service des Palestiniens de Gaza l'exige, tout simplement. Pareil, on peut constater des comportements qui déconnent à plein tube pendant la traversée. Je vous prends un exemple. Pareil, je ne donne pas de nom. Quand vous avez une jeune femme qui, dans son comportement général à bord de la flottille, manifestement s'est crue dans une boîte de nuit à Ibiza, et qu'ensuite les images d'elle en train de s'éclater font le tour des réseaux sociaux, en boucle, pour prouver que la croisière s'amuse, ben, il faut la virer. Pardon, mais il faut la virer tout de suite. Parce que le comportement est inapproprié pour une opération humanitaire, en zone de guerre. C'est simple.
voyez, c'est des choses qui n'ont pas été faites et qui ont fait énormément de tort en termes de communication, donc d'image, alors que la bataille des images est la deuxième priorité, juste après faire arriver la bouffe et les médicaments. Juste après, la deuxième priorité, c'est l'image. D'ailleurs, à ce propos, dans les considérations, donc les leçons générales, quand vous êtes à bord, partez du principe que vous devez diffuser toutes vos images et toutes vos vidéos dès lors qu'elles ont une utilité. Ne les gardez pas pour plus tard. C'est idiot parce qu'à un moment donné, votre téléphone il va partir à la mer. S'il ne part pas à la mer, ça veut dire que vous avez laissé la marine israélienne le prendre et dans ce cas-là, vous êtes en faute. Encore une fois, hein, pardon, je suis un peu direct, mais comment dire, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu et c'est pas du développement personnel. C'est une opération humanitaire au service des Palestiniens de Gaza. J'y reviens parce que c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête. Alors j'en viens à ma deuxième considération importante, que je crois importante pour être plus précis, la propagande anti-flottille. La propagande anti-flottille, elle doit être contrée tout le temps et partout. Vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des collègues de travail, vous avez des collègues d'association, vous avez tous autour de vous au moins une personne. Vous allez voir, prenez 2 secondes pour y penser, vous l'avez forcément en tête. Vous avez tous quelqu'un dans votre entourage qui a dit de la merde sur la flottille. Vous en connaissez tous au moins un. Vous devez donc être armé, rhétoriquement, pour savoir quoi répondre tout de suite. Parce que la propagande anti-flottille, pourquoi elle prolifère? Parce qu'il n'y a pas de contre-propagande. En fait, et ça c'est un défaut qu'on a, nous, c'est un défaut qu'on a, nous. Alors pas moi par déformation professionnelle, mais c'est un défaut qu'on a, nous, en général. On est tellement convaincus d'avoir raison qu'on n'éprouve pas le besoin de contre-argumenter. On est juste comme ça en haussant les épaules, ils disent de la merde. Oui, mais ça ne vous dispense pas de l'effort de les contrer. Et donc, on va prendre les arguments un par un. Vous allez voir, en fait, une fois qu'on a compris que c'est une démarche de démolition, c'est assez amusant. Vous allez voir. Je commence par le plus évident. Il n'y a pas de génocide. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce qu'on répond à « il n'y a pas de génocide » ? Je vous donne un indice. Si, il y en a un, mais pas la bonne réponse. Oui? Alors, intellectuellement, je suis d'accord, mais c'est trop long. Un argument, dans la vraie vie, pas dans les colloques, hein. Dans la vraie vie, un argument, c'est une phrase courte. C'est dire le nombre déjà de morts. Déjà, mais il y a plus simple. Et donc, en fait, j'ai testé ça pendant des mois, donc maintenant, je vous donne directement ceux qui sont les plus efficaces. Pas forcément les plus intellectuellement rigoureux, entendez-moi bien, c'est pas le même sujet. Ce qui marche le mieux, à ma connaissance, c'est de dire il y a une commission spéciale de l'ONU qui a rendu un rapport pour savoir si c'est un génocide ou pas. Présidé par la juriste qui présidait le tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc quelqu'un qui connaît son sujet. Le rapport dit que c'est un génocide. Point, terminé. Vous n'avez pas besoin de plus. Et si la personne continue à vous emmerder, attends, tu t'y connais plus, ou la source qui l'invoque, tu t'y connais plus qu'une juriste qui a présidé le tribunal pénal international pour le génocide au Rwanda en matière de génocide. Je lui fais plus confiance à elle qu'à toi, sur ce sujet. Vous voyez, simple. En plus, il y a l'ONU dans ce que je viens de vous dire. Alors, deuxième argument anti-flottille, j'inclus bien sûr le fait de les démolir sur les réseaux sociaux, hein, ça va de soi. Tout ce que j'ai dit précédemment s'applique sur les réseaux sociaux. Hein. Si vous improvisez de vous exprimer pour défendre la flottille sur les réseaux sociaux, si vous êtes en train d'improviser, arrêtez tout de suite. C'est pas un combat, c'est pas un jeu. Donc, l'attaque la plus fréquente.
Antisémite. Non, ça c'est pas l'attaque. C'est pas ça l'attaque la plus fréquente contre la flottille. C'est quoi? La croisière, merci. La croisière s'amuse. Pareil, une phrase courte. Si c'est une croisière, pourquoi ça se finit en prison? Terminé. Vous voyez, encore une fois, ça doit tenir en une phrase courte. Si c'est une croisière, pourquoi on finit en prison? Est-ce que tu connais, alors avec des variantes, est-ce que tu connais beaucoup de croisières qui se terminent en prison? Vous voyez? Alors, si tu dis ils risquent leur vie, tu dois pouvoir prouver qu'ils risquent leur vie, et là, tu as besoin de plusieurs phrases. Il est plus efficace de dire, si c'est une croisière, pourquoi ils finissent en prison? Parce que ça tient en une phrase. Je préfère, moi, par tempérament, la formule interrogative dans laquelle il n'y a pas de sortie pour la personne à qui tu parles, mais c'est sans doute du sadisme. Mais moi, j'aime bien faire comme ça. Parce que ça pousse la personne à réfléchir elle-même et à constater qu'elle est coincée. C'est plus efficace d'un point de vue pédagogique, en réalité. Alors, un argument qui vient souvent, mais pourquoi tu ne pars pas pour les Ouïghours, pourquoi tu ne pars pas pour les Iraniens, etc. Bien. C'est un argument, mine de rien, qui est très difficile à contrer. Ben, c'est vrai, pourquoi? Attends. Tout le monde choisit les causes pour lesquelles il s'engage et c'est totalement normal. On peut aussi plaider que, après tout, il n'y a pas d'autres génocides en cours dans des proportions pareilles en ce moment et donc c'est un choix rationnel de se mobiliser sur ça plutôt que sur autre chose. Mais il y a un argument encore plus simple. Les journées ne font que 24 heures. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Les journées ne font que 24 heures. Il est matériellement impossible de se mobiliser sur toutes les causes à la fois. Donc on choisit sa cause, on choisit tous nos causes, et c'est totalement normal. Demander aux gens d'être sur toutes les causes en même temps est totalement stupide. Point. Après, on peut vous demander, mais pourquoi celle-là et pas l'autre? C'est pas le même sujet. Et là, vous dites... Pourquoi tu ne fais pas, toi? Quoi? Personne ne t'empêche de le faire, toi, pour le Par exemple, mais de dire, j'ai pas le temps. Je suis déjà engagé pour la Palestine. Vous voyez, l'argument du temps est tout simple. En plus, il est vrai. Moi, à un moment, pour être franc avec vous, j'ai envisagé sérieusement de regarder s'il ne faudrait pas que je me mobilise sur d'autres causes qui en vaudraient la peine d'un point de vue humanitaire. Mais j'ai constaté très vite que si je le faisais, j'allais moins bien m'investir pour la Palestine et que j'allais probablement mal m'investir sur une cause supplémentaire et donc je ne m'engage sur aucune autre cause à l'international que la Palestine. Vous voyez? Et donc, en fait, cet argument, il marche très bien parce qu'il est sincère. On ne peut pas bien s'engager sur plusieurs causes aussi graves. Voilà. Ensuite, l'argument, c'est que de la com. Alors déjà, d'assumer que oui, alors, moi je le sors maintenant, je le sors comme ça. Ah, mais on assume complètement que ça sert à attirer l'attention du monde entier sur le génocide. Oui. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Déjà. Et... l'autre argument, c'est de dire, en même temps, ça ne peut pas être que de la com, puisque si on arrive à passer, il y a de la nourriture et des médicaments qui vont être distribués aux Gazaouis. S'ils vous disent, oui, mais 3 fois rien, je suis d'accord, c'est pas assez, raison pour laquelle il faut lever le blocus. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Pareil, phrase courte, toujours. Je suis d'accord, c'est pas assez. Absolument. Mais si on arrive à passer, il y a d'autres bateaux qui vont arriver. Vous voyez? Dès que vous êtes sur la défensive, vous avez perdu, de base. C'est un principe de base dans ce genre de situation. Alors, moi, c'est mon préféré, mais parce que je suis taquin. L'argument, ça ne sert à rien. Si ça ne sert à rien, tu vois l'interrogation, si ça ne sert à rien, pourquoi Israël s'emmerde à nous bombarder en plein milieu de la Méditerranée? Moi, quand un truc sert à rien, vous, je sais pas, hein, mais moi, quand un truc sert à rien, je n'organise pas une expédition militaire en plein milieu de la mer pour le bombarder. Je le laisse passer, puisque ça ne sert à rien. J'ajoute que le critère est-ce que ça sert ou pas, il n'y a qu'une seule autorité qui peut décider si c'est utile. Ce sont les Palestiniens de Gaza. Et eux, leur conclusion est unanime, ils sont très contents qu'on fasse ça. Je vous le dis parce qu'on le sait, parce qu'ils nous le disent. On a reçu un certain nombre de messages, de vidéos, une vidéo magnifique, très émouvante, dans laquelle on voit qu'ils ont sculpté dans le sable « Welcome to Gaza » et c'était pour nous. Bon, manifestement, eux trouvent que c'est utile. Si eux trouvent ça utile, il n'y a aucune autre autorité mieux placée qu'eux pour en juger.
C'est un viol des eaux territoriales israéliennes. Alors c'est l'argument le plus gonflé. Oui, voilà. Non mais c'est marrant. En fait, c'est incroyable le nombre de mensonges en si peu de mots. C'est un viol des eaux territoriales israéliennes. Déjà, c'est pas les eaux territoriales israéliennes, hein, puisque Gaza, c'est en Palestine. Déjà, premier point. Ensuite, quand ils kidnappent, parce que c'est un kidnapping, hein, quand ils kidnappent les équipages des bateaux, c'est dans les eaux internationales, donc on est dans les eaux territoriales de personne. Vous voyez? Donc on a déjà deux affirmations totalement fausses en quoi? 3 mots? Viol, c'est impressionnant. Il y a une variante qui est, mais le blocus est légal. Non. En fait, pour le dire différemment, empêcher un convoi humanitaire d'atteindre une zone de guerre est toujours illégal, quel que soit le contexte. Quand ils vous disent on a le droit de faire un blocus en temps de guerre, c'est vrai. Mais ça ne s'applique pas à un convoi humanitaire. Donc je vous le redis différemment. Empêcher un convoi humanitaire de passer pour atteindre une zone de guerre, c'est toujours illégal en droit international, dans tous les cas de figure. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Convention de Genève. J'ajoute que c'est un crime de guerre, hein, d'empêcher un convoi humanitaire de passer. T'as fait quoi, toi, en septembre? Moi, je suis bien crime de guerre. Et sinon, les vacances? Donc, capturer, bien sûr, des bateaux dans les eaux internationales et l'équipage qui s'y trouve, c'est évidemment illégal. Bombarder un convoi humanitaire, bien sûr, est contraire au droit international aussi, mais ça va sans dire. Un autre argument, alors là, vous allez voir, ça c'est intéressant. Le fameux argument, mais attends, ils ne peuvent pas se plaindre, ils se sont mis dans la merde tout seuls. Ils se sont mis en danger tout seuls. Comment tu réponds à ça? J'ai mis du temps à trouver la réponse, parce qu'après tout, c'est vrai qu'on était tous volontaires et qu'on savait tous ce qu'on risquait. Mais j'ai fini par trouver qu'en fait, c'était un retournement de la culpabilité, ce qu'on appelle un renversement accusatoire, et du coup, j'ai trouvé le bon parallèle. Alors, il est un peu brutal, je vous préviens. C'est dire, oui, ils se mettent en danger tout seuls. Oui, et elle a été violée parce que sa jupe était trop courte. Argument que tout le monde peut comprendre immédiatement, en particulier le public féminin. Parce que s'il y a un public qui est très au courant du principe de l'inversion accusatoire, c'est les femmes. Israël fournit déjà, ou laisse déjà entrer, assez d'aide humanitaire et médicale. Ça, c'est un argument qui revient souvent aussi. Alors là, c'est simple. Le bureau il faut juste le retenir, le nom est un peu long. Le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU dit que non. Toi, c'est quoi ta source? Tsahal? Si la source qui dit qu'il laisse passer assez de bouffe et de médicaments, c'est l'État d'Israël, ils sont un peu en conflit d'intérêts. Alors, paradoxe, ils se sont mis en danger tout seuls et les mêmes vont vous dire, mais ils risquent rien. Ils risquent un sandwich et aller dans un avion. Et là, vous dites que les volontaires des flottilles, de la dernière flottille en tout cas, donc nous, ont subi des actes de torture selon Amnesty International. Vous précisez bien selon Amnesty International. Alors, j'insiste, ce boulot-là, de contrer l'argumentation, il faut le faire tout le temps et partout. En particulier sur les réseaux sociaux qui sont une foire d'empoigne et un sport de combat permanent. Alors j'en viens maintenant à la question de ce qui se passe à bord. Juste, Thomas, oui. Tu oublies quand même Dis-moi. que ces bateaux, vous allez les donner à Israël. En fait, vous faites des cadeaux. Oui, voilà. Alors, dans ce cas-là, tu réponds, je répète pour le son, l'argument, mais en fait, vous allez juste donner vos bateaux à Israël, puisqu'ils vont vous les prendre, donc vous êtes juste en train d'aller offrir des voiliers. Oui, bien sûr.
Ils les volent, donc c'est un cadeau qu'on leur fait. C'est une conception curieuse du cadeau. C'est tout. Aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on a affaire à un voleur qu'on doit cesser d'essayer d'apporter de la nourriture et des médicaments aux gens qui en ont besoin. C'est tout. Aussi simple que ça. On le fait parce qu'on doit le faire, d'ailleurs. On le fait par devoir. Alors, très important pour toutes les personnes qui sont ici et pour tous les gens que vous connaissez qui sont sensibles à cette cause. À l'heure où je vous parle, il y a encore besoin, et il y a tout le temps besoin, de deux profils bien précis de volontaires. Donc si vous en connaissez autour de vous, qui seraient sans doute à votre avis volontaires, vous leur en parlez ce soir, à la rigueur demain matin, mais pas plus tard. Et si vous en connaissez qui correspondent au profil, mais vous ne savez pas s'ils seraient volontaires, vous leur en parlez quand même. Personnel médical. Skipper. Ce sont les deux profils dont on a absolument, mais vraiment tout le temps besoin. Et s'ils croient que, mais en même temps, est-ce qu'ils vont vraiment avoir besoin de moi? Oui. Oui, tout de suite. En fait, si vous êtes compétent comme skipper et que vous vous portez volontaire, vous allez probablement embarquer, pour être tout à fait clair. Alors, quelques règles nées de l'expérience quand on est à bord des bateaux. Déjà, ça peut nourrir aussi, ce que je vous dis là, ça peut nourrir aussi le fait que vous en parliez autour de vous sur ce que les gens qui sont embarqués, si vous n'en faites pas partie, sont en train de vivre. Le fait de le savoir vous permet à vous d'en parler. Par exemple, quand on vous présente ça comme étant, en gros, des vacances, la première règle qu'on vous apprend quand vous faites cette traversée, c'est la règle « une main pour toi, une main pour le bateau ». Vous la connaissez? C'est une règle fondamentale à bord d'un voilier. Une main pour toi, une main pour le bateau. Ça veut dire que tu as une main quand tu marches à l'extérieur du bateau. Tu as une main, tu en fais ce que tu veux, c'est une main pour toi. Et l'autre main doit toujours être accrochée au bateau. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est la seule garantie pour que tu ne passes pas par-dessus bord s'il y a un coup de vent, le bateau qui tangue ou n'importe quoi, ou tu glisses. Car combien de temps ça prend quand tu passes par-dessus bord pour qu'en plein jour, on ne puisse plus te voir et donc t'es foutu? Avec ou sans gilet de sauvetage, en plein milieu de la Méditerranée, t'es foutu, hein, si on ne te retrouve pas. Combien de temps, à votre avis? 2 minutes. Au bout de 2 minutes, on ne vous voit plus. Autrement dit, vous êtes mort. À part ça, c'est une partie de plaisir, c'est des vacances, etc. Hein? C'est la première règle qu'on nous donne. Deuxième règle très importante. Vous êtes à un endroit où il peut y avoir un boss, quand bien même c'est une expédition humanitaire, quand bien même il y a une discipline nécessaire à bord qui est très importante et très rigoureuse, il n'empêche que le cadre où vous vous trouvez, il y a un soleil qui est splendide, il se réfléchit sur la mer, etc. Tout ça, c'est très beau. Le soleil couchant est très beau, le lever du soleil est très beau, etc. C'est vrai. Les bateaux sont très beaux aussi du simple fait qu'il y a une voile. Donc, ne prenez jamais de photos dont vous estimez qu'elles peuvent ressembler à des photos de vacances. Le faire, c'est une... Non, pas ne les postez pas, ne les prenez pas. C'est tentant d'avoir des photos de souvenirs, etc. Je comprends, c'est humain, mais vous n'êtes pas en vacances. On peut même considérer que c'est un petit peu insultant par rapport à vos destinataires de prendre des photos de type bronzette. C'est juste pas sérieux. En règle générale, les gens qui s'embarquent ne le font pas. Mais il y a toujours un imbécile pour le faire, il ne faut pas le faire. Il faut avoir un planning des tâches à bord avec une rotation des tâches. Ça me paraît évident, mais en fait, on n'y pense pas toujours, ou en tout cas pas assez. Il faut prendre des tours de garde à l'extérieur, parce qu'il faut surveiller les drones. Il faut repérer les drones. Et les drones arrivent quasiment tout de suite. Ils n'arrivent pas juste au moment du bombardement, en ce qui nous concerne, au large de la Crète. Ils arrivent aussi. En fait, on a eu des drones d'observation dès qu'on est sorti des eaux territoriales italiennes.
C'est-à-dire le deuxième jour de mémoire, on avait déjà des... Les drones, c'est des étoiles qui bougent bizarrement et qui clignotent, hein, c'est à ça que ça ressemble. Il y a un certain nombre de choses qui sont à savoir, mais auxquelles on ne pense pas nécessairement. C'est que tout ce que vous avez avec vous, vous devez être prêt à le perdre. Parce que ça va, si le bateau est capturé, tout ce que vous avez sur vous va vous être confisqué. Moi, j'ai perdu une alliance, hein, comme ça. J'ai cru, bêtement, qu'ils n'iraient pas jusqu'à me prendre mon alliance. Eh bien si. Alors, j'ai une amie qui m'a dit, mais t'es complètement con, Thomas, il tue des bébés. Donc, ils n'ont évidemment aucune limite. Ok, c'est vrai que vu comme ça, j'aurais dû y penser. Bon, il y a d'autres points, mais c'est plus des points qui sont beaucoup plus évidents. Mais en fait, si vous vous portez volontaire pour une flottille, il y a des conditions de vie dont vous devez être conscient. On parle d'être à environ une dizaine dans la surface habitable d'un studio étudiant. En mixité. En mixité de genre, mais aussi en mixité de culture, d'opinion, etc. On peut avoir des surprises. Hein. Bon. Même si l'engagement pour la cause transcende toutes les différences. C'est ça qui est magnifique d'ailleurs. Moi, je suis tombé amoureux du multiculturalisme en faisant la flottille. J'arrivais avec mon bon esprit bien français, la République universelle qui écrase toutes les différences. J'en suis sorti multiculturaliste. Bon. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu. Mais ce n'est pas facile tous les jours. Parce qu'il y a une promiscuité permanente. Parce que ce qu'on appelle une cabine. Parce que les gens, quand on leur dit voilier, les gens imaginent un yacht. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens pensent à un truc avec des boiseries, des trucs, des machins, ils imaginent un yacht en fait. Un voilier, ce qu'on appelle une cabine, ça fait à peu près la surface de cette table totale, dans laquelle vous insérez un lit, une couchette, et vous mettez une couchette par-dessus, vous mettez 4 cloisons de bois autour, et vous appelez ça une cabine. Elle a plutôt les dimensions d'un placard, objectivement, et vous dormez là-dedans. Je ne m'en plains pas, ce n'est pas le sujet. Je vous dis juste, il faut avoir conscience de ce dont on parle. Autre exemple, on ne peut pas prendre de douche, hein, parce qu'il faut économiser l'eau potable. Donc vous faites votre toilette à l'eau de mer, et à la rigueur, vous pouvez vous rincer le visage, les aisselles, les laines, à l'eau douce, et basta. Bien entendu, vous ne pouvez pas vous raser tous les jours. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs comme ça. C'est mis bout à bout, il faut bien se rendre compte que si vous n'êtes pas à l'aise avec une dégradation de votre niveau de confort par rapport aux normes occidentales, vaut mieux pas y aller parce que vous allez prendre cher. Ça, j'en ai parlé, ça c'est bon. C'est très important de prendre le temps de se parler les uns aux autres. On n'y pense pas, mais en fait, on a besoin de partager nos peurs, nos espoirs, nos parcours. En fait, il peut y avoir une tentation d'essayer d'être chacun dans son coin. Et en fait, dans l'équivalent d'un studio étudiant à une dizaine, ça ne marche pas. Et réciproquement, c'est très important d'aménager du temps à l'extérieur du bateau, à tour de rôle, totalement seul, pendant au moins 15-20 minutes, parce qu'à un moment, c'est quand même bien d'être vraiment seul avec le grand espace. Voilà. Mais les tours de garde de la nuit permettent ça, d'être un peu... On n'a pas besoin de se socialiser dans un espace aussi restreint. Là, c'est bon. Voilà. C'est important parce qu'il faut tenir. Hein. Vous devez considérer que tout contenu que vous n'avez pas mis sur Internet, que ce soit pour le publier ou pour le sauvegarder, tant que vous ne l'avez pas fait, c'est a priori un contenu perdu. Hein. C'est évident, mais je préfère le dire. Le nombre de gens qui avaient plein de trucs intéressants sur leur téléphone, et le téléphone, alors je vous parle, se trouve au fond de la Méditerranée, sans que le contenu n'en soit jamais sorti, c'est ballot. Alors, les règles de l'interception, en clair, le kidnapping.
J'en ai parlé avec quelqu'un dont vous avez peut-être entendu, dont vous connaissez peut-être déjà le nom, elle s'appelle Greta Thunberg, on en a parlé dans l'avion de retour. Je lui ai demandé si elle regrettait d'avoir pris le sandwich. Elle m'a dit oui. Oui, parce qu'elle a bien constaté que ça a rendu un immense service à la propagande de l'adversaire. Quand quelqu'un qui porte un uniforme israélien vous offre quelque chose, ne le prenez pas. Nourriture, de la nourriture, de l'eau, quoi que ce soit. Vous n'acceptez rien. Pour deux raisons. L'une est tactique, l'autre est morale. La raison tactique, c'est que vous l'acceptez, vous êtes content de recevoir de la nourriture ou à boire, l'opérateur photo prend la photo, ça va même jusqu'au fait de vous tendre la main pour vous aider à monter sur le quai quand votre bateau est arrivé après avoir été kidnappé par les militaires. Vous arrivez sur le quai, j'ai vu ça, et je vois qu'il y a un type qui me tend la main. Et là, moi, honnêtement, j'allais prendre la main. Et là, je vois un mec avec un énorme appareil photo professionnel. Et là, je me dis, ah d'accord. Donc du coup, j'ai eu un mouvement de recul. Et après, j'y suis allé, voilà, moins confortablement, j'en conviens, mais je n'ai pas pris la main. Pourquoi? Parce que ça donne une superbe photo d'entraide. Bon. Alors, ça, c'est la raison tactique. La photo sert à dire qu'on est bien traité, ce qui, soit dit en passant, n'est pas vrai. La deuxième raison est morale. Il est hors de question d'accepter de la nourriture venant d'Israël aussi longtemps que la population de Gaza sera affamée. C'est une position de principe évidente. Quand les militaires arrivent, il ne faut pas bouger, sauf s'ils vous disent de vous déplacer d'un point A à un point B. Il ne faut pas bouger, même, je sais que c'est dur, mais même dans l'hypothèse où un de vos camarades est en train de se faire frapper sous vos yeux, vous ne devez pas intervenir parce que ça ne sert à rien. Ils ont l'avantage des armes. Donc tout ce que vous allez obtenir, c'est de vous faire taper aussi. Je sais que c'est spontanément inacceptable. Je sais. Ça fait partie des choses auxquelles il faut se former. Parfois, la chose humainement évidente est totalement contre-productive. D'ailleurs, il y a des soldats qui font exprès d'essayer de provoquer un incident pour casser la gueule d'un maximum de gens possible. Et je vous dis ça, je ne vous donne pas de leçon parce que moi-même j'ai désobéi et je me suis fait casser la gueule. Donc, je ne suis pas du tout en position de juger ceux qui décideraient d'intervenir. Mais, normalement, on ne doit pas le faire. Voilà. Mais je préfère avoir l'honnêteté de vous dire que c'est un truc que je n'ai pas appliqué. Mais normalement, il ne faut pas le faire. Aucune violence. Jamais, sous aucun prétexte. D'abord, vous n'avez aucune chance. Je le répète. Et surtout, ça peut être retourné contre nous et ce sera retourné contre nous. Les volontaires sont des violents. Alors peu importe qu'en face vous ayez des gens avec des mitraillettes, des chiens d'attaque, enfin, voilà. Dans chaque bateau, il y a un référent. Vous laissez le référent se démerder avec les soldats. Vous n'adressez pas la parole aux soldats, sauf s'ils vous posent des questions. Et si vous posez des questions, la réponse, elle est brève. Vous n'êtes pas là pour raconter votre vie, vous n'êtes pas là pour vous faire des copains. C'est un soldat d'une armée d'occupation. Alors, là, j'aborde un point qui relève du choix individuel, mais je suis convaincu qu'il faut le faire. Dès que vous avez un soldat israélien qui a mis un pied sur le bateau, vous commencez votre grève de la faim. Puisque vous êtes kidnappé, ça y est. Vous commencez votre grève de la faim. Pour les raisons morales que j'évoquais tout à l'heure, vous ne pouvez pas accepter de la nourriture pendant que les Gazaouis sont affamés. Mais aussi parce que ça exerce une pression sur votre adversaire, parce que maintenant il y a un compte à rebours, c'est-à-dire que dans approximativement 25 jours, vous allez mourir. Ça dépend de la constitution physique des gens, mais si on compte les séquelles graves, c'est à partir de 25-30 jours.
Après, il y a un choix à faire. Moi, je ne suis pas allé jusque-là. Mais je m'interroge depuis. Faut-il faire la grève de la soif? Parce que j'ai constaté une fois en prison, moi je m'attendais en prison à ce que la grève de la faim ait un énorme impact de pression sur notre adversaire. Pas du tout. Ils ont complètement intégré que bah, ça va, jusqu'à 25 jours, on est peinard. On s'en occupera dans 25 jours, s'il y a besoin. Bon. La grève de la soif, c'est 4 jours. Le 5e, entre la fin du 4e et la fin du 5e, vous allez mourir. Bon là, du coup, la pression change de nature, si vous voulez. Donc, je ne peux pas affirmer qu'il faut le faire puisque je ne l'ai pas fait. Je dis que, en fait, si le but c'est de se servir de l'affaiblissement de son propre corps pour créer une pression maximale sur l'adversaire, c'est la grève de la soif qu'il faut faire et pas la grève de la faim. Mais il faut être prêt à prendre le risque de mourir dans un délai de 4 à 5 jours. Je ne peux pas prendre cette décision à votre place, c'est évident. Mais c'est effectivement ça le plus efficace. Parce que ça veut dire que soit il vous libère dans 4 à 5 jours. Tiens, en fait, on a passé combien de temps, nous, en prison 4, 5, ouais, c'est ça. Il y a peut-être un lien. Vous voyez? Alors, quand vous arrivez sur le quai, vous avez été kidnappé, le bateau, etc., vous allez subir un rituel d'humiliation. Alors, je vais vous dire ce qu'il faut faire, mais je vais avoir l'honnêteté de vous dire que ce n'est pas ce que j'ai fait. Bon. Ce qu'il faut faire, c'est accepter l'humiliation. Ils vous font vous prosterner devant le drapeau d'Israël, à même le sol, dès que vous êtes arrivé. Et si vous refusez de... Alors, ensuite, ils vous enlèvent tous les objets de la cause palestinienne que vous avez sur vous. Moi, je me suis fait taper 2 fois. Une fois parce que j'ai refusé d'enlever mon bracelet palestinien, enfin mon foulard, mon kéfier, le truc. Et la deuxième fois parce que j'ai manifesté mon désaccord, on va le dire comme ça, par rapport au fait qu'il y avait un vieux qui était en train de se faire taper par le même connard d'ailleurs. La bonne nouvelle, c'est que du coup, il a arrêté de s'exciter sur le vieux et qu'il est passé à moi. Bon. Mais donc, il ne faut pas faire ça. Mais soyez psychologiquement préparés au fait que vous allez avoir probablement ce type de dilemme d'intérieur. Pour les raisons que je viens d'exposer, je ne peux absolument pas vous juger si vous décidez finalement de vous relever. Je vous dis juste qu'en termes de consignes, on n'est pas censé le faire. Voilà. Alors, après le rituel d'humiliation, ils vous font passer un circuit administratif artificiellement compliqué, avec plus de bureaux que nécessaire. Ça n'a qu'un seul but, vous faire signer un papier qui dit que vous reconnaissez que vous êtes entré dans les eaux territoriales israéliennes, c'est faux. C'est pas vous qui êtes entré, vous avez été kidnappé dans les eaux internationales. Et vous alliez à Gaza qui n'est pas en Israël. Que vous avez enfreint un blocus légal, c'est faux, c'est pas un blocus légal puisqu'il ne s'applique pas à un convoi humanitaire. Et que vous reconnaissez cette culpabilité et vous acceptez d'être expulsé. Ce qui est faux, vous êtes coupable de rien, c'est eux qui ont multiplié les infractions au droit international. Donc tout ça est dans un papier, en hébreu, ça va de soi. Et on vous présente ce papier, nous on nous l'a présenté 5 fois dans le circuit administratif, et y compris, vous passez devant une table et puis il y a une nana en uniforme qui vous tend un papier, genre comme si c'était pour faire l'appel, vous voyez. Et je vous jure, je vois le truc, vous savez, on a des automatismes dans la vie. On vous tend le papier, genre c'est juste pour signer une feuille de présence, quoi. Et moi, je prends le stylo et là je m'arrête. Parce qu'on nous a dit, hein. Il vaut mieux ne rien signer du tout. Et je repose le truc sans rien dire, et là je vois le visage qui était faussement indifférent, qui redevient un visage dur. C'était un piège. On nous l'a refait au camp d'emprisonnement, j'y reviendrai. Ne signez rien. Ne signez rien.
Dès qu'ils veulent vous faire signer un truc, cherchez pas, c'est une reconnaissance de culpabilité. Et donc vous êtes en train de dire que vous n'auriez pas dû venir porter assistance aux Palestiniens. C'est ça qu'ils sont en train de vous faire signer. C'est inacceptable. Alors, après le circuit administratif, bon, il faut être psychologiquement prêt à la fouille. Honnêtement, ça va, c'est pas le pire. Il faut juste être psychologiquement prêt à se retrouver complètement nu devant des hommes en uniforme, ou des femmes en uniforme, parce qu'ils font quand même ça. Il faut être prêt au choc de se retrouver après à devoir enfiler un uniforme de prisonnier. Il faut aussi être psychologiquement prêt quand on vous dit ensuite d'aller par là, et vous allez par là, et ce que vous voyez, c'est la porte ouverte d'un panier à salade, et il faut grimper là-dedans. Et là, ça y est, vous savez que vous êtes prisonnier. Ça y est, vous le savez, vous le comprenez. Vous savez que vous n'avez plus aucun libre arbitre. Enfin si, vous avez un libre arbitre d'un point de vue philosophique, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes totalement entre les mains d'un État dont nous savons que ce n'est pas forcément le mieux situé en termes de respect des droits humains, et vous allez rentrer dans ce panier à salade et vous ne savez même pas où vous allez. Il faut être préparé à ça. Nous, on n'était pas préparés. Tout ça, c'était nouveau. Hein. Ce que je vous décris, tout ça était nouveau. Après le kidnapping, les conditions étaient moins dures pour les flottilles précédentes. Exception faite, évidemment, du Mavi Marmara, ça va sans dire. Et donc, on vous met dans des paniers à salade. La chaleur est rapidement épouvantable, alors qu'il fait nuit. C'est fait exprès. C'est votre première torture. Parce qu'ensuite, ils vous mettent la clim à fond, mais la clim chambre froide. J'ai des co-détenus qui se serraient les uns contre les autres pour ne pas crever de froid. J'en avais un à côté de moi qui s'était foutu par terre, parce que par terre, il faisait moins froid. On parle de ça. Très très chaud, très très froid. Exprès. Alors au début, je m'étais dit, on est tombé sur un chauffeur un peu sadique, et puis après, on s'est parlé entre co-détenus, on a compris qu'ils avaient fait ça dans tous les camions. Donc vous partez plusieurs heures en route, et vous traversez un paysage de désert rocheux. Enfin, c'est ce que ça vous semble être. Bah, c'est pas qu'une impression, hein, c'est le désert du Negev. Enfin, Nakab, pour être plus précis. Et vous arrivez dans un complexe carcéral, un camp de prisonniers. C'est pas une prison, c'est un camp. Puisqu'on est hors de toute procédure judiciaire, vous n'êtes pas un détenu au sens judiciaire du terme. Vous n'avez jamais été jugé coupable de quoi que ce soit, vous n'avez jamais eu des droits de la défense, vous n'avez jamais vu un tribunal. Vous êtes juste quelqu'un qui a été kidnappé et qu'on met dans un camp d'emprisonnement, qui s'appelle Ketziot. Le camp de Ketziot est un gigantesque camp de prisonniers qui a été créé au moment de l'intifada pour y mettre les Palestiniens qui se faisaient rafler. Il n'est absolument pas nécessaire d'être coupable de quoi que ce soit pour être à Ketziot. Si on vous dit qu'à Ketziot, il y a des gens qui sont des combattants armés, c'est vrai. Mais il y a aussi des types, qui passaient dans telle rue à tel endroit, à telle heure, et ils ont été embarqués pour ce motif. Bon. Ketziot, donc, est surnommé par les Israéliens le Guantanamo israélien. Et on vous met à 10-12 dans des cellules de 6. Si vous êtes branché décoration intérieure, vous n'allez pas aimer parce que c'est assez spartiate, il faut dire ce qui est. Je ne peux pas vous donner mon avis sur la bouffe puisque j'étais en grève de la faim. Je recommande la grève de la faim vu les conditions générales, les chiottes, etc. C'est bien de ne pas avoir besoin du tout. C'est l'un des avantages auxquels on ne pense pas de la grève de la faim. C'est son seul aspect confortable. Quand on n'a jamais fait l'expérience de l'emprisonnement, les nuits sont extrêmement dures parce que vous pensez aux gens que vous aimez avec la certitude absolue que vous n'allez pas les voir ce soir. Ça, on n'y pense pas, c'est très dur. Vous allez tous vous mettre à graver des trucs sur les murs, c'est normal. C'est normal, ça aide à tenir. Les journées sont très longues, surtout que vous n'avez aucune sortie, ce qui est un mauvais traitement supplémentaire, hein, soit dit en passant. Vous n'avez aucune sortie, aucune douche. Alors dans des cellules de mecs, bref. Enfin voilà, ça sentait un peu le fauve, hein, je ne vous le cache pas.
Et il fait très chaud pendant la journée et très froid pendant la nuit, puisqu'on est dans le Negev, Nakab, en réalité. Alors, excusez-moi. Vous n'avez pas de médicaments non plus. Ce qui a été le motif de notre émeute. Parce qu'on avait 2 diabétiques. Donc on a fait 2 demi-journées, c'est une fierté, je dois vous le dire. Le motif de notre émeute, c'était que les diabétiques obtiennent leur insuline. Ça a mis le temps, mais on a fini par l'obtenir, puisqu'on était en train de foutre le bordel et qu'on avait compris qu'ils n'avaient pas la permission de nous traiter comme des prisonniers palestiniens. On l'avait compris parce que les gardiens, énervés par nos comportements d'un certain nombre d'entre nous, mettaient des coups de pied enragés dans les portes de métal, faute de pouvoir nous frapper, nous. Torture par privation de sommeil, avec des inspections des cellules toutes les 2 heures en pleine nuit. Ils faisaient le tour des cellules avec des chiens d'attaque. Rétrospectivement, ça a l'air de pas grand-chose. Sur le coup, vous ne savez pas s'ils vont les lâcher, mais vous savez que s'ils les lâchent, vous êtes mort. Vous aviez des soldats en cagoule qui faisaient le tour, pareil, pendant la nuit. Cagoule, mitraillette. Ils arrivent, ils ouvrent la porte, ils braquent comme ça. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous savez juste que... enfin, voilà, vous avez compris. On continue à vous dire de signer ici, bien sûr. C'est très important de préparer sa famille, y compris les jeunes enfants, les enfants en bas âge, de les préparer à ce qui va se passer. Il faut l'expliquer. Il faut surtout pas... Alors, il faut édulcorer pour les enfants, mais édulcorer n'est pas mentir. Il y a une limite. Moi, j'ai prévenu ma fille de 5 ans que j'allais probablement être emprisonné, aller en prison. Parce que si vous ne le dites pas, derrière, il y a une espèce de mensonge qui s'installe, qui est très malsain. Il faut trouver les mots. C'est un effort à faire. Et faut que votre famille, vos parents, vos enfants si vous en avez, conjoints, etc., il faut que tout le monde soit prêt. Parce que pendant la traversée, honnêtement, ça va. Quand il y a un bombardement, c'est différent. Et quand, soudain, plus de son, plus d'image, parce que vous avez été kidnappé par l'armée israélienne, là, pour les proches, ce silence absolu, radar total, ne plus avoir du tout de nouvelles pendant plusieurs jours, ça, c'est très dur. C'est paradoxalement, c'est presque plus dur psychologiquement pour eux d'imaginer tout ce qui a pu vous arriver que pour vous de vivre ce que vous êtes en train de vivre, qui est déjà assez gratifiant. Alors, il y a une difficulté supplémentaire. Alors, pardon, oui. Quand on est dans le camp de prisonniers, normalement, la diplomatie de l'État dont vous êtes le ressortissant vous envoie le consul de votre pays en Israël. Pour ceux qui ne le savent pas, la différence entre un ambassadeur et un consul, c'est que l'ambassadeur représente votre pays dans le pays en question, alors que le consul, son boulot, c'est de s'occuper des besoins des gens de cette nationalité dans le pays en question. Ça s'applique bien sûr à des gens qui sont partis au camp de Ketziat. Et donc, mais c'est une loterie très injuste. Tous les États ne sont pas aussi égaux en respect de leurs obligations en matière de protection de leurs propres ressortissants. Il y en a qui font rien, il y en a qui font beaucoup. Et tous les consuls ne sont pas égaux en mobilisation d'eux-mêmes pour faire leur boulot. Les Français ont de la chance. Le consul de France en Israël est un mec formidable.
est un mec extraordinaire. C'est l'avis unanime des Français qui ont participé à la flottille de septembre. Je ne vous parle absolument pas d'adhésion sur le fond à notre cause parce que c'est hors sujet. Je vous parle d'un type qui fait son boulot au service de la République, qui est de protéger les ressortissants français, d'être au téléphone, d'être en contact avec leur famille tous les jours, d'aller emmerder l'administration israélienne par tous les moyens possibles et imaginables pour qu'on ait le maximum de choses, notamment des médicaments. Il a fait tout ça et il est venu tous les 2 jours. Voilà. Donc vous avez cette chance-là. Mais si vous devez embarquer, il faut, me semble-t-il, prévenir le consulat, prévenir votre consulat, je vais embarquer. Il existe un risque élevé que je sois kidnappé. Je demande par avance la protection consulaire. C'est un droit, hein, c'est pas une générosité de l'État envers vous, hein, parce qu'on peut entendre ce genre de conneries aussi. Ah ben oui, on n'a pas à faire ça, tu t'es mis dans la merde tout seul, oui, la jupe trop courte, etc. Donc, non. En fait, c'est un droit pour vous, et c'est une obligation pour votre État. Tout simplement parce que vous êtes un convoi humanitaire, vous n'aviez pas à être kidnappé, vous n'aviez pas à être incarcéré, vous n'aviez pas à être torturé. Je précise un point qui est évident, mais je le précise pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Oui, nous avons été torturés, mais non, nous n'avons pas été torturés comme sont torturés les prisonniers palestiniens de Ketziot, ça va de soi. Pourquoi ça va de soi? Parce que dans le bloc des femmes, des prisonnières, en arrivant, ont vu dans la cour une trace de main ensanglantée. Sans doute un oubli de nettoyage avant notre arrivée. D'autres ont vu dans leurs cellules, à l'intérieur de leurs cellules, des impacts de balles. Et les mêmes prisonnières, nous on n'avait pas ça du côté des hommes, les mêmes prisonnières ont vu une grande banderole déployée à leur attention qui montrait une photographie de Gaza en ruine avec marqué dessus « The New Gaza ». Donc non, nous n'avons pas été torturés comme sont torturés les prisonniers palestiniens, ça va de soi. On a juste eu un aperçu, parce qu'à chaque fois, ils n'allaient pas au bout, parce qu'ils n'en avaient pas la permission. Réfléchissez-y. Je vous ai dit qu'il y avait à n'importe quel moment des soldats cagoulés avec une mitraillette. Ils ne tiraient pas quand c'est les Palestiniens, il leur arrive de tirer. Je vous ai dit qu'ils faisaient le tour des cellules avec des chiens. Ils n'ont pas lâché les chiens pour nous. Quand les prisonniers sont des Palestiniens, il leur arrive de lâcher les chiens, etc., etc. La procédure a été la même parce qu'ils ne savent pas faire autre chose, ces geôliers-là. Simplement, ils devaient garder le pied sur le frein. D'où les coups de pied, fous de rage, dans les portes en métal, faute de pouvoir se comporter comme d'habitude. C'est de ça dont on parle, c'est de cet univers-là dont nous parlons. Alors, pour ceux qui iront dans la flottille qui arrive, et la flottille suivante, et la flottille d'après, et celle d'après, en fait, comme j'ai fait la liste de toutes les choses auxquelles il faut être préparé et auxquelles il faut se préparer, je voudrais tout de même terminer sur ce qui me semble être une note d'espoir. C'est qu'en fait, je sais que ça paraît incroyable, mais en termes d'actes concrets au service des Palestiniens de Gaza, car c'est toujours là que j'en reviens, quoi qu'il arrive, si vous embarquez dans la flottille, vous allez réussir. Je m'explique. Première hypothèse, vous arrivez à passer. Vous réussissez là où nous avons échoué. Vous arrivez à faire passer des bateaux. Donc vous allez distribuer du matériel médical et humanitaire. Bravo. Au service des Palestiniens de Gaza, vous avez gagné. L'autre possibilité, c'est d'arriver à faire ce que nous avons fait. C'est-à-dire, et quand on a appris ça, on était fous de joie, on était émus aux larmes, quand on a appris que c'est ce qui s'est passé à Gaza pendant ce temps. Nous, en arrivant à une quarantaine de voiliers, on a, comme la marine israélienne d'un point de vue militaire, je ne veux pas être désagréable, mais elle est un peu ridicule, en termes de moyens, il a fallu que la marine israélienne se mobilise dans son intégralité pour nous arrêter, nous. Et oui. Ah oui, non, mais Israël, ce n'est pas du tout une puissance navale. Ils ont dû mobiliser leurs dispositifs massivement
Le dispositif qui d'habitude sert à quoi? Sert à empêcher les Gazaouis d'avoir accès à leurs propres côtes. Ils ont dû utiliser ce dispositif pour nous intercepter. Nous avons donc, sans faire exprès, hein, c'était pas un master plan de notre part, hein, nous on ne savait pas. Nous avons, à notre corps défendant, nous avons fait diversion. Et pendant ce temps-là, exactement, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils ont fait les Gazaouis? Ils ont passé plusieurs heures à pêcher comme des fous pour ramasser un maximum de poissons parce qu'ils ont faim. Et donc, on a réussi indirectement à procurer de la nourriture aux Palestiniens de Gaza, ce qui était notre objectif dès le départ. Donc, dans les deux cas, c'est une réussite. C'est là que je voulais en venir. C'est qu'à partir du moment où vous embarquez pour la flottille, que ce soit sous cette première forme ou sous cette deuxième forme, vous allez réussir à apporter de la nourriture aux Palestiniens de Gaza, et c'est là l'essentiel. Je vous remercie.